Merci à tous. Alors, au programme ce soir, donc, 4 parties. Une première partie tout d'abord avec quelques actus très rapidement. Ensuite, une deuxième partie avec un concours de pitch. Et donc là, ce sera vous qui allez voter donc, pour choisir vos 2 lauréats. Ensuite, donc, le témoignage de Sylvain Deplace, donc, de Phoenix Mobility, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Et pour terminer, peut-être l'essentiel pour certains, un petit moment de partage, de convivialité, de réseautage à l'extérieur, autour d'un petit verre ou de plusieurs petits verres, et également d'un petit buffet. Alors là, il manque un petit visuel, je vais le faire, je vais me débrouiller. Alors du coup, donc, première actu, donc, c'est une nouvelle période de candidature. Donc, pour les étudiants qui ne sont pas labellisés, à partir du 1er juin jusqu'au 15 septembre, donc c'est la période de candidature. Si autour de vous, vous connaissez des étudiants ou des personnes qui pourraient être labellisées pour entreprendre l'année prochaine, c'est le bon moment. N'hésitez pas à les orienter vers nous, vers notre site également, donc pour pouvoir devenir étudiant entrepreneur comme vous l'avez été pour nombreux d'entre vous. Deuxième info, alors elle concerne à la fois les étudiants qui ont un projet ou qui ont créé seulement depuis le 1er juillet 2021. Il y a le concours Prix Pépites, Prix du jeune entrepreneur, qui ouvre le 9 mai, et donc les candidatures sont jusqu'au 17 juin, pour tenter de remporter entre 1 500 et 11 500 €. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous également pour plus d'informations et pour tenter de remporter les prix. Alors, 2 prix à gagner. Et le deuxième prix, une aide de 300 € au projet. Donc, vous allez écouter les 10 projets qui vont pitcher chacun leur tour. Vous aurez un numéro pour chaque projet. Donc, l'idée, c'est de s'en rappeler. À la fin, vous aurez le récap de tous les projets, de choisir 2 projets parmi ces 10 projets. Vous allez voter avec vos téléphones pour pouvoir justement élire ces 10 projets. Alors, on va commencer du coup avec le premier pitch. Et je vous demande d'accueillir Yuting Yu pour Urbis Garden et d'applaudir très fort. De la bouche. Oui, ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. Question, vous avez prévu de sauver la planète? Oui, je suppose que toutes les réponses soient oui, mais vous êtes-vous déjà posé la question comment? Et je suis Yuting. Aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter le projet Urbis Garden. Notre solution s'adresse aux entreprises, aux bâtiments publics comme vous. Urbis Garden est à aider à réduire les dépenses énergétiques de vos bâtiments. On met en place la meilleure solution d'isolation qui existe, la terre. On met la terre sur vos toits avec tous ses points positifs. Isolation avec son économie énergique, un jardin potager et partagé pour les employés, une création d'un espace coworking dans la nature avec tous les matériaux biosourcés et recyclés. Un réel impact sur l'environnement. Et si vous voulez sauver la planète et nous donner la chance d'acheter un logiciel professionnel pour le meilleur design de votre toiture, c'est maintenant. Avec Urbis Garden, laissons respirer nos toits, laissons respirer nos villes et laissons respirer notre planète. Merci à tous. Choix 1. Ensuite, donc, nous accueillons Judith Chuteau, à qui je vous demande d'applaudir très fort. Alors bonsoir à tous et à toutes. Pour celles et ceux qui n'ont encore jamais vu ce logo, si vous travaillez à l'UGA, c'est presque impossible. Donc je me présente, je m'appelle Laure. Je suis artisane couturière implantée à Grenoble et je suis créatrice d'une ligne d'accessoires de streetwear qui est entièrement fabriquée à la main. Donc je me spécialise dans la fabrication de chapeaux comme des bobs et des casquettes. Et tout nouvellement, je travaille sur une collection de sacoches. Et c'est une collection sur laquelle je travaille avec une dessinatrice locale qui appose. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche pas. Okay. Qui appose un visuel de sa création sur chacune des pièces. Je m'ancre dans une démarche qui s'appelle l'upcycling. Donc, pour celles et ceux qui n'en ont jamais entendu parler, ça veut dire que je récupère des matières premières recyclées
ou de seconde main pour proposer des nouvelles pièces. De manière générale, je tends à m'associer aussi régulièrement que possible avec d'autres jeunes artisans et artistes émergents pour proposer des produits qui ont une double identité artisanale, plus singulière et plus complète. De manière générale, j'essaye d'ancrer l'activité de la sardine dans la démarche la plus écologique possible, donc en privilégiant les matières premières recyclées, en faisant recycler mes propres chutes textiles et surtout en faisant fabriquer toute la panoplie de goodies qui tournent autour de la sardine par des entreprises écologiquement ou au moins politiquement soutenables. Donc la sardine, c'est du style fabriqué à la main, du streetwear artisanal. Et si je gagne le prix de ce concours de pitch, j'offrirai un contrat à long terme à Déborah Marzin, qui est la photographe qui a produit toutes les images de la nouvelle collection et qui travaille avec beaucoup d'amour et de professionnalisme. Merci beaucoup. Ensuite, donc, je vous demande d'accueillir Guillaume Cornet, Quentin Candel, de Bycomic. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, statistiquement, dans cette salle, il y a 15 à 25 personnes qui ont utilisé une mobilité douce pour venir, sûrement un vélo ou peut-être comme Pierre, une trottinette. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, sur Grenoble, une personne sur 5 se rend au travail en vélo. Et c'est sans compter les autres modalités douces de transport. Et avec la transition des villes vers des modes de transport plus durables, la tendance vise à s'accélérer. Dans un même temps, en France, on estime qu'un vélo est volé toutes les minutes. Alors, pour répondre à ces problèmes croissants, et parce que nous sommes convaincus de l'émergence des mobilités douces en ville, nous développons Bycommute. Avec Bycommute, Quentin et moi souhaitons faciliter et encourager les modes de transport plus durables comme le vélo, en mettant à disposition des organisations des box éco-responsables et personnalisables pour la sécurité de vos vélos. Facilement mis en place au plus proche des locaux, l'organisation pourra valoriser son image de marque tout en facilitant le quotidien de ses employés. Nous avons donc une démarche écologique et de valorisation du territoire parce que nous donnons une seconde vie à un container maritime en l'intégrant au mieux au paysage. En faisant le choix numéro 3 ce soir, vous verrez prochainement l'impact de vos actions. En effet, nous avons la chance de bientôt installer notre premier produit sur le campus de Grenoble. L'action nous permettrait de financer notre petit écriteau qu'on mettrait sur l'avant de notre box. Cet écriteau nous permettrait d'afficher le bilan carbone de notre solution. N'oubliez pas qu'avec Bycommute, c'est la sécurité au service des mobilités. C'est le choix numéro 3. Ensuite, nous allons passer au projet suivant et c'est Karim Soltani et Sweat, si je prononce bien. On peut l'applaudir. À tous. Alors, ce soir, je m'adresse à tous les collectionneurs de cette salle. En réalité, on est tous des collectionneurs dans l'âme. Je vous remets à l'époque de la cour de récré, quand vous échangez des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh, des billes et plein de choses, et j'en passe. Et mon objectif ce soir, ce serait donc de vous faire revivre toutes ces sensations. C'est là qu'intervient Swapped. Swapped, c'est une plateforme d'échange d'objets en ligne sécurisée. Swapped vous fait la promesse de sécurité, confiance et authenticité. Avec Swapped, je peux échanger ce paquet de cartes Pokémon avec quelqu'un à l'autre bout de la France sans me soucier. C'est quand même génial, non? Alors, mon objectif ce soir, ce serait donc de remettre, mon objectif tout au long de mon projet, serait donc de remettre au goût du jour cette pratique qui était donc au fondement de notre société d'antan, qui est donc l'échange. Donc, si vous voulez m'aider à participer à réaliser cet objectif, je vous invite donc à voter pour moi pour une partie du développement de mon application. Donc, je vous souhaite une agréable soirée et j'espère que vous ferez le bon choix en votant le numéro 4. Le choix numéro 4. Ensuite, nous allons passer au 5e projet avec Gabriel Panico et le projet Rapid Job qu'on peut applaudir également très fort. Bonsoir à tous. Pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Je vais vous demander de lever la main si vous êtes concerné par la remarque que je vais faire. Est-ce qu'il y a des étudiants ou des anciens étudiants dans la salle?
C'est nombreux. Parmi vous, il y en a sûrement qui ont déjà vécu une fin de mois difficile ou qui ont connu des amis qui étaient dans le besoin. En France, ce sont 20% des étudiants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté et 33% qui disent avoir renoncé à des soins par manque de moyens. Pour ces raisons, j'ai pris l'initiative de créer RapidJob. Sur RapidJob, tout le monde aura la possibilité de proposer des missions comme du ménage, du babysitting, des cours particuliers à un étudiant. Ainsi, vous pourrez être aidé au quotidien si vous en avez le besoin. Parce que oui, les étudiants ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aide. En France, les principales raisons qui font la baisse du bien-être, excusez-moi, sont liées au manque de temps. Et une personne âgée sur 3 se sent seule. Alors, si vous voulez m'aider à développer ce projet et à aider tout le monde pour mettre la jeunesse au service de la société, votez pour le projet RapidJob et j'utiliserai la dotation pour lors de son lancement en fin d'année 2022. Merci à tous et au plaisir d'échanger durant la suite de la soirée. Gabriel, pour rappel, c'était le choix numéro 5. Donc, projet suivant, choix numéro 6, Pierre Benarac. Et on peut l'applaudir. Aujourd'hui, je vais commencer par déjà une petite question. Qui utilise du plastique dans la salle pour un emballage ou pour quoi que ce soit? Voilà. Donc, la plupart des personnes présentes ici utilisent du plastique. Le plastique, c'est fantastique, mais c'est aussi fantastiquement dangereux. La plus grande pollution actuellement, c'est fait par le plastique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 17 tonnes de plastique qui sont déversées chaque minute dans nos rivières, nos fleuves, nos mers et nos océans. Cette quantité de plastique déversée alimente de graves pollutions. Ces pollutions vont se répercuter sur tous les écosystèmes qui sont marins, principalement du coup marins et aquatiques, et dans un second temps sur nos corps, à cause par exemple du microplastique. J'ai décidé de fonder ECO, donc je m'appelle Pierre Bednarek, je suis le fondateur d'ECO. ECO vise à redonner du bleu à nos milieux aquatiques et à les nettoyer. Pour ce faire, j'ai utilisé le biomimétisme, particulièrement le biomimétisme d'une raie manta, donc, qui s'articulera comme un drone autonome aquatique visant à nettoyer nos milieux aquatiques. Ces drones sont composés d'une bouche pour pouvoir en quelque sorte gober le plastique et d'un corps pour pouvoir le stocker. Une fois ces mantas pleines, elles notifieront un agent pour que ce plastique soit vidé de la manta, trié, puis ensuite valorisé. Vous l'aurez compris, pardon, ces mantas ne feront qu'une bouchée des déchets pour un monde dépollué. Aujourd'hui, ECO, s'il gagne un des prix, donc 450-350 €, priorisera la recherche et le développement pour pouvoir pousser le plus rapidement possible ces systèmes, donc ces mantas, dans nos milieux aquatiques et ainsi nous préserver, nous, et préserver les milieux aquatiques des dangers du plastique et des microplastiques. Je vous remercie et je vous invite à voter pour le numéro 6. ECO, choix numéro 6. Et nous passons au projet suivant, le choix numéro 7, avec Guillaume Lannes. On peut l'applaudir. Juste avant de venir, donc, il y a littéralement une demi-heure à peu près, j'étais en train de lire un article qui indiquait que 75% des jeunes pensent que le futur est effrayant. Une cause, le changement. Cet article m'a rendu un peu perplexe parce que la fin, c'était il y a une solution pour ça, c'est agir maintenant. Donc, levez la main si vous. À quoi ça peut ressembler. Bon. Je pense qu'il y a encore un petit peu de travail. Du coup, pour répondre à ça, je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous proposer d'imaginer un monde où BRICS existe, juste quelques instants. Imaginez que vous êtes sur un réseau social, sur Instagram. Imaginez que sur ce réseau social, vous êtes parlé d'environnement. Imaginez maintenant que sur ce réseau social et sur cette plateforme, vous avez des projets comme ECO, vous avez des projets comme UrbanBiz. Alors, ils ne sont peut-être pas d'accord là, mais ça peut être des exemples de projets. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra en discuter.
Mais imaginez que vous avez ce genre de projet, que vous pouvez les aider, vous pouvez les financer, donner, devenir bénévole, être une audience et soutenir. Imaginez maintenant que, alors, pour certains, ça ne sera peut-être pas très dur à imaginer l'argent. C'est mon cas. Imaginez que vous pouvez vous balader dans Grenoble, en ville, et trouver des jetons qui sont en fait de l'argent gratuit mis à disposition par des partenaires et pouvoir investir dans des projets pour les aider, pour les financer. Je vais partager une deuxième stat, c'est la stat, une stat selon laquelle 2 tiers de la population en France est prête à agir. Je ne dis pas que j'ai... Si on regarde autour de nous et qu'on commence à agir ensemble sur une plateforme qui permet le changement et qui permet d'aider des projets transformateurs, si vous choisissez le projet numéro 7, les 450 € ou les 300 iront tout simplement à la création de la roadmap de financement, peut-être une partie seront mis de côté pour les fonds propres au moment de la création de la société. Et surtout, je pourrais créer un site internet enfin pour commencer ma communication. Guillaume, c'était le choix numéro 7. Ensuite, le choix numéro 8, Kassem, avec Tigni, on peut l'applaudir très fort également. Bonsoir à toutes et à tous. Le couscous, c'est le plat préféré des Français. Je pense que tout le monde le sait. La culture culinaire par extension marocaine est particulièrement appréciée des Français. Je le comprends, je suis à moitié d'origine marocaine et c'est vrai qu'on se régale au Maroc. Je m'appelle Kassem Soussi, j'ai 25 ans. Je viens d'être diplômé de Sciences Po Grenoble. Dire maison en berbère. Donc, Tikmi, c'est le concept de franchise de restauration rapide marocaine qui proposera du couscous, du tagine et toutes les spécialités culinaires traditionnelles. Ce projet, il est né d'un constat, d'un double constat, à la fois que la restauration rapide, le fast casual, qui est la restauration rapide mais saine du côté du Maghreb, n'a jamais été prise en France. Et en parallèle, je ne sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous dans des établissements qui proposent la cuisine marocaine, mais c'est souvent des établissements assez vieillissants, très traditionnels, peu modernes. Et donc, Tigmi entend et a pour ambition de moderniser cette offre-là à travers une décoration et un cadre très soigné, Instagrammable, pour parler avec les mots qui vous parleront. Voilà, donc pour ça, je suis en contact régulier avec des architectes et des designers d'intérieur. Et donc, voilà, si j'ai besoin d'argent, donc votez pour moi. Donc, ces filles-là, ces garçons-là, ces architectes, ils coûtent une certaine somme et donc voilà à quoi j'allouerai la somme si elle m'est offerte. Donc, si vous aimez le couscous, votez pour le choix numéro 8. Merci. On va applaudir Joseph, coaching et consulting. Bonsoir, je m'appelle Joseph et avant de commencer de présenter mon projet, j'ai quelques demandes. Si vous aimez l'apéro, la bière et le vin, applaudissez fort. Le matin, applaudissez fort. Super. Alors, comme le vin, la bière et le café sont indispensables à notre vie quotidienne, mon service est indispensable à votre vie personnelle, professionnelle et votre entreprise. Mon projet vise à inspirer et motiver les jeunes, les entrepreneurs, les dirigeants des startups et des PME et les salariés pour devenir des meilleures versions d'eux-mêmes, tout en développant des compétences comme l'intelligence émotionnelle, la prise de parole, le leadership et d'autres. Pour voir comment continuer mon activité que j'ai commencée dans d'autres pays et pour pouvoir la développer en France et en Europe, j'ai besoin de votre aide aujourd'hui. Alors, mon projet, justement, ça va commencer encore en France et en Europe et je compte sur vous pour voter le 9 et n'hésitez pas de scanner le QR code pour savoir plus sur mon projet. Et n'oubliez pas le 9. Merci. Merci Joseph. Comme vous avez pu le comprendre. Et pour terminer, donc, Adam et Yanis, donc choix numéro 10 avec Adémis. On peut les applaudir également. Bonsoir à tous. Est-ce que toi, là, sur Grenoble, tu as des amis?
C'est bien ce qui me semblait. Moi, c'est Yanis et voici Adem. Et ce soir, nous allons vous présenter notre projet Adenis. Vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que c'est Adenis? Adenis, c'est une application mobile sur Grenoble qui vous permettrait d'avoir un acheté un offert auprès de nos partenaires, qui seraient des bars, des salons de thé, des restaurants et autres, mais qui vous permettrait aussi de faire de nouvelles rencontres. De nouvelles rencontres classiques avec des profils et des messages, mais aussi des rencontres un peu plus originales, où vous sortez directement avec plusieurs personnes en même temps de l'application pour vous faire des nouveaux groupes d'amis et des nouvelles sorties. Adenis serait super avantageux parce qu'en à peine 2 sorties auprès de nos partenaires, vous rentabiliserez votre abonnement, en plus de certaines rencontres qui peuvent être assez inestimables. Donc, en quelques mots, Adenis, c'est donc ni un site de rencontre, ni une application, ni une carte de promotion, pardon. C'est les deux, mais en mieux. Et si ce soir on a besoin de votre aide, c'est parce qu'on va commencer le développement de notre application et gagner un prix nous aiderait grandement à avancer. Mesdames, je me permets de conclure cette présentation. Si vous avez apprécié le projet et l'idée qu'on vous a proposée, votez Adenis, votez le numéro 10. Merci à tous. Choisis ce dernier projet Adenis. Alors, donc maintenant, vous allez être mis à contribution. Je vais demander une grande concentration. Donc, vous allez devoir voter pour élire donc, les 2 projets lauréats. Alors, donc là, vous avez les 10 projets, donc le rappel des 10 projets avec les différents numéros de choix. Vous avez normalement au niveau de vos chaises un petit QR code vous permettant de voter. Est-ce que notre huissier de justice, Maître Vicky, est-ce que c'est bon pour le vote? OK. Donc, je vais vous demander de voter. Vous allez choisir 2 numéros et vous devez indiquer les 2 numéros que vous retenez. Les 2 numéros doivent être différents et vous pouvez voter une seule fois. Et vous avez 2 minutes. C'est parti. Vous avez également le lien, si le QR code ne fonctionne pas, qui est sur l'écran. Souci, est-ce que ça fonctionne? Oui. Là, par contre, plus de batterie, on peut rien faire. Il y a 2 projets. Il reste 1 minute pour voter. Il y a 2 projets à voter. Vous avez un numéro à mettre dans le premier formulaire, enfin premier saisie. Et deuxième saisie, un deuxième numéro, ça va être 2 projets différents pour que ce soit pris en compte. Il vous reste encore quelques secondes pour voter. Ceux qui n'ont pas encore terminé. Alors, merci à tous pour votre vote. Il reste quelques secondes pour les derniers pour enregistrer le vote via l'application. Alors, les résultats seront communiqués un peu plus tard, donc juste avant l'apéro en fin de soirée, quand notre huissier de justice aura pu compiler les résultats. Et donc, nous allons passer à la partie suivante. Donc, nous allons accueillir donc, Sylvain Deplace, le cofondateur de Phoenix Mobility. Alors, en introduction, on pourrait dire qu'il ne savait pas que c'était impossible
Alors, ils l'ont fait et il va nous expliquer un peu tout ça. Je vous prie d'applaudir très fort, du coup, Sylvain Deplace. Merci pour l'accueil. Ça fait extrêmement plaisir de revenir ici. Je vais faire un petit test parce que je crois qu'on est pour 30 minutes, c'est ça là? Ouais. Est-ce que vous m'entendez si je parle un peu fort comme ça au fond? Non? Ok, bon, bah tant pis, je vais lever le bras pendant 30 minutes. Bon, bah installez-vous bien. On est là pour 30 minutes. On va n'hésitez pas, hein, levez-vous un petit coup, on se rassoit, on fait jouer un peu les jambes parce que que ça a l'air d'une brise. Moi, je suis là pour vous présenter Phoenix Mobility, ce parcours de cette entreprise et mon parcours en tant qu'ancien étudiant entrepreneur. Je vais prendre 2 minutes pour me présenter déjà. Sylvain Deplace, donc cofondateur de Phoenix Mobility avec 4 autres collègues et à l'heure actuelle directeur technique de l'entreprise. Moi, je viens de l'ENSECU, de Grenoble INP. J'étais en formation génie électrique à la base. J'étais dans les promos Pépitosé 2018-2019 et 2019-2020. Je reviendrai dessus, mais je pense que j'ai tout fait, le tiercé, quinté, quarté plus sur ce qu'on peut faire avec le Pépite. Donc, j'ai fait statut étudiant entrepreneur, D2E, j'ai fait Pépite Starter, j'ai fait Manantech avec Grenoble INP, j'ai fait la bourse INP, on a eu le prix Pépite. Ouais, je pense que j'ai à peu près tout vécu. Et je vais essayer, en tout cas, de vous faire un retour sur tout ça, en espérant que ça puisse vous aider, vous, étudiants entrepreneurs, puis en espérant aussi de pouvoir parler à mes autres alumni, que certains on s'est déjà reconnus, pouvoir créer du réseau aussi. Voilà, c'est pour tous ces objectifs-là que je suis là ce soir. Et pour commencer, déjà, Phoenix Mobility. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Un petit sondage. Qui en avait entendu parler déjà? Ah oui, d'accord. C'est quoi, pour ceux qui en ont entendu parler? Juste relever la main? Rapidement, relever la main. Ok, j'ai vu une main qui s'est levée là-bas au fond. Il va falloir que tu parles fort pour qu'on t'entende. Oui, c'est quoi? Ok, super. Ben voilà, il a tout résumé. Effectivement, c'est ça. Et donc, on va aller un peu plus dans les détails. À l'origine, qu'est-ce qui fait Phoenix Mobility? C'est une volonté, c'est une vision, ça part d'un constat. Le changement climatique. Je l'ai déjà entendu là, j'ai vu plusieurs projets autour justement de cette crise écologique. J'ai vu des projets sur voilà, les 75% dont tu parlais et le fait qu'on ait tous peur. Et ben, c'est ça qui est au fondement de l'entreprise. Voilà, c'est écrit ici, hein, 1,3 milliard, bientôt 2 millions, milliards, ça serait bien 2 millions, mais 2 milliards de véhicules sur la Terre en 2050, plus de 20% des émissions de CO2 créées par ces véhicules. Super. Et ça crée des morts. Face à ça, on sait qu'il faut faire une transition énergétique. Donc, passer des véhicules thermiques en véhicules électriques. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, la seule solution qui est proposée, c'est de dire, eh ben, vous prenez votre voiture, vous la mettez à la poubelle et vous achetez un véhicule électrique neuf. Je ne vais même pas dans le débat de est-ce que c'est bien, pas bien le véhicule électrique neuf. Ça, il y a des experts scientifiques qui se sont chargés de le faire à ma place. Petit spoiler, dans l'ensemble, oui. Et les gens qui vous disent non sont les mêmes qui ne croient pas au GIEC. Voilà, je le dis, je le pose ici, mais on n'est pas là pour parler de ce débat. Et moi, je vais parler plutôt de la solution qu'on a trouvée derrière. Nous, on a voulu une solution alternative. C'est-à-dire que plutôt que de faire ce qu'on a dit auparavant, on va utiliser votre voiture, qui a encore plein d'éléments qui sont tout à fait utilisables, et on va simplement remplacer ce qui est polluant, le moteur. On remplace donc le moteur, le réservoir, par un système de traction 100% électrique, donc batterie, moteur, etc. En résumé, comment ça se passe? Un client arrive, on nous confie son véhicule, il l'amène chez nous, on enlève le moteur, le réservoir, comme je l'ai dit, on met nos batteries, et l'objectif, parce qu'on ne le fait pas encore aujourd'hui, l'objectif c'est 24 heures plus tard, donc le lendemain, le client revient et il a un véhicule électrique. Aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre d'une semaine. Et impact. Bon, j'en parlais un petit peu avant. Quelque chose qui est intéressant, c'est que, là je vais regarder mes émissions, gaz à émissions, on est moins 60% par rapport au diesel,
moins 30% par rapport à du véhicule électrique neuf. Et ça, c'est sur une analyse de cycle de vie complet. D'accord, hein, je ne suis pas en train de vous dire, ah ouais, super, sur l'utilisation 0 gramme quand on roule. On est quand même conscient qu'il y a quelque chose qui est créé en émission à la création et au recyclage. Et dans l'ensemble, donc là, on parle de TCO, donc Total Cost of Ownership, on est 10% moins cher au kilomètre. Donc ça parlera plus à des utilisateurs professionnels. Du lait professionnel, justement, eh ben, c'est nos clients. C'est notre approche commerciale. Je reviendrai après dessus, mais quand on s'est lancé, on avait vraiment une grande question. À qui on vend? Qui sont nos clients? Je regarde les étudiants entrepreneurs que j'ai vus ce soir et il faut vraiment, vraiment vous poser cette question. Il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on appelle. En 2018-2019, on était vers une stratégie qu'on appelait B2C, donc vendre aux particuliers. Et janvier 2020, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le plus adapté pour la pénétration du marché et qu'il fallait plutôt partir sur du B2B, vente aux professionnels. Et c'est aujourd'hui ce qu'on propose. Des véhicules professionnels, donc des fourgons, des trafics, des masters, ou des véhicules aménagés, type des dépanneuses, qui enlèvent vos voitures mal garées contre une jolie petite amende de 180. Ces véhicules-là, nous les passons à l'électrique. Nos clients sont des TPE, donc des artisans, des PME, des grands groupes, ainsi que des collectivités. Ça, c'est Phoenix aujourd'hui, et maintenant, son histoire. Et fondement en 2018 jusqu'à aujourd'hui, là où je suis. 2018, donc, ça a été l'année où on a fondé l'entreprise. Pas encore, on a fondé l'entreprise, on est dans le projet. Donc, on était 5, plus quelques personnes qui gravitent autour, à se dire, il y a une idée là, il y a quelque chose, convertir à électrique, c'est pas mal. On va essayer de creuser, est-ce que c'est faisable? Comme je l'ai dit, c'est là où on a eu le statut étudiant-entrepreneur, septembre 2018, la première fois. Moi, c'est une année où j'ai pris en césure pour pouvoir me dédier à 100% au projet. Ça nous a permis d'avancer. On a fait un premier prototype qui était notre Clio 4. Ce prototype, c'était simplement pour se prouver à nous et prouver aux autres que c'était quelque chose de possible. Subventionner ce prototype, je vais y revenir, on a fait beaucoup de choses. Des concours, des prix pépites, de l'accompagnement. On est passé par tout ce qu'on pouvait avoir parce que là, il faut. Quand vous faites un véhicule, malheureusement, 450 €, ça ne suffit pas. Mais on les prend aussi. C'est pour ça qu'on participait à tout ce qu'on pouvait avoir, parce que 1 000 € par-ci, 5 000 par-là, les 40 000 € de la Fabrica Viva, je ne sais pas s'ils y sont encore cette année, mais s'ils y sont, foncés, nous a aidé à faire tout ça. Rapidement, 2019 à 2020, septembre 2019, donc on crée l'entreprise à 5. On met donc 83 000 € capital. Alors, je vous rassure tout de suite, les 83 000 €, on ne les avait pas en poche. Ça a été juste de dire, vous avez travaillé pendant 1 an, c'est à peu près ce que ça vaut. Bon, on aurait voulu que ça vaille un peu plus, mais et bon, c'était déjà ça. On a 10 employés qui arrivent dans l'entreprise, nos 10 premiers employés. C'était déjà une grosse explosion, l'air de rien. Pour nous, voilà, passer de 5, on est simplement manager de soi-même à maintenant, je manage des personnes. Le premier employé que j'ai managé, il avait 47 ans. Bon, j'avais la moitié de son âge, en fait, littéralement, 24. Ça pose des questions sur voilà, votre légitimité, et je reviendrai après dessus, mais c'est vrai que finalement, la question a été vite balayée, parce que c'est des personnes qui vous rejoignent pour la vision, pour l'idée que vous avez, et ils n'ont pas peur de rejoindre des jeunes. Parce que finalement, ils croient, il y a quand même une bonne partie de ces personnes-là qui croient dans la jeunesse encore. Là, je m'adresse beaucoup aux étudiants entrepreneurs, mais c'est quelque chose pour vous dire, n'ayez pas peur de ça, n'ayez pas peur d'aller vers les seniors, ne croyez pas que ce sont tous des vieux cons, parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie de retrouver du sens à leur vie et à leur emploi, et qui ont confiance en eux. Question. Pareillement là-dessus. Au début, on n'avait pas le droit de faire ce qu'on faisait. On a créé l'entreprise sans même avoir le droit de commercialiser. C'est en 2020 que la réglementation a changé. On l'a fait changer. Et entre-temps, jusqu'à aujourd'hui, 2022, alors j'ai 25, mais aujourd'hui, je crois qu'on a en recrutement d'ici 2 mois. C'est un peu une explosion. On a réussi à lever 3 millions € en equity et un peu de financement donc non dilutif, donc de la dette, des subventions, ce genre de choses.
Première homologation, on vient de finir il y a quelques semaines notre campagne d'essai sur cette homologation. On n'a plus qu'une simple forme. Obélix, vous voyez ce que je veux dire. Et aujourd'hui, on est en train de chercher notre levée de fonds en série A, dont le montant, vous n'avez pas du tout vu sur ce PPT, je vais vite changer. On est en train de lever donc, bien plus d'argent pour financer notre industrialisation, la commercialisation d'une bonne partie de nos produits. Je ne suis pas du tout une timer, on compte sur toi. Allez, les fondements, l'équipe fondatrice, donc, vous la voyez en photo. Philippe Gardler, il venait de Suède, c'est lui qui est à l'origine de l'idée. Donc, spoiler, ici, vous n'avez pas la personne qui a eu l'idée. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Et même Philippe, ce n'est pas lui qui a eu la toute première idée du rétrofit, ça existait déjà aux États-Unis. Mais c'est lui qui est arrivé et qui a rencontré Wadi sur les bancs de l'école. Lors du. C'était CK à l'époque. Voilà, tu t'en souviens, tu les as eus. Hein. Tu as fait leur comment on appelle ça, leur audition. Donc, en fait, CK, à Grenoble INP, un semestre sur lequel vous allez développer une idée. Et ça peut devenir une association, une entreprise. Et vous allez, de manière assez académique, on va vous donner le minimum des outils nécessaires pour créer une entreprise, faire un business plan, apprendre à pitcher, à défendre quelque chose. Et c'est là où ils ont eu l'idée de se dire, convertir des véhicules, OK, un par un, on sait le faire. Est-ce que ça peut être industrialisable? Est-ce qu'on peut le faire en série? Ils se sont dit, on va défendre ça. Juin, ça a déchaîné les passions et certains étaient complètement contre, certains étaient complètement pour. Et en tout cas, ce qui sortait, c'était, les gars, vous avez un truc, vous avez une pépite. Il ne faut pas vous arrêter là, lancez-vous. Ce qu'ils ont fait, moi, je connaissais Wadi, c'était du BDE, et il est venu me chercher. Et à partir de juin 2018, je l'ai rejoint. Je l'ai rejoint avec Raphaël Esch, de Grenoble INP aussi, donc NCQ, GI. On ne se connaissait pas à l'époque. Il faisait de l'ingénierie du produit, je faisais de l'ingénierie électrique, je faisais de la mécanique, je faisais de l'électrique. En gros, c'était ce qu'il fallait pour faire un véhicule. C'était le minimum de ce qu'il fallait. Antoine Desferré, qui était diplômé de Sciences Po Lille, il était spécialisé dans le secteur public. Et très rapidement, en fait, il a fallu sa compétence. Pourquoi? Du marketing et de la vente. Petite pause là-dessus. Pour les fondateurs, pour les personnes qui sont en recherche de création d'entreprise, j'ai deux conseils. Je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la vérité parfaite. C'est toujours mieux de se mettre à plusieurs, de mon expérience. Mais ce n'est pas. C'est mieux pour plein de raisons. Vous partagez des responsabilités. Les investisseurs, si vous allez en chercher, savent que vous avez des responsabilités partagées, donc ils ont un peu moins peur. Le fait d'avoir ces responsabilités partagées, vous n'êtes pas seul face à des employés, vous n'êtes pas seul face à vos problèmes, vous n'êtes pas seul face à vos inquiétudes, vous êtes à plusieurs pour les affronter ensemble. Et ça, quand même, c'est beaucoup. Deuxième conseil, retour d'expérience, il ne faut pas avoir peur de plutôt chercher des personnes différentes de soi, radicalement différentes de soi, tant en termes de compétences que de personnalité. Et de ne pas forcément juste regarder on est potes et on crée une entreprise ensemble. Très bien. Si vous êtes potes et vous créez une entreprise ensemble, c'est très très bien. Et on va vous dire, séparez-vous. Pourquoi? En fait, à plusieurs égards, ce dont vous allez avoir besoin quand vous créez votre entreprise, ce n'est pas d'avoir deux téqueux qui savent faire de l'application, qui savent construire une voiture, parce qu'il n'y aura personne qui saura gérer une entreprise et aller chercher des financements, par exemple. Vous allez forcément avoir un peu de spécialisation. Ça va se faire soit de facto, souvent de facto, soit par une question d'appétence-compétence. Et de ce côté-là, c'est pour ça que moi et nous, en tout cas, on a cherché à avoir un florilège de compétences. Ensuite, il faut quand même avoir des personnes avec qui on s'entend un minimum, parce que quand vous créez une entreprise, c'est comme un mariage. Moi, j'ai ma copine, vraiment, elle me dit, mais je reçois des messages de Raphaël, souvent, je fais, putain, tu parles encore à ta deuxième femme. Et je lui réponds, tu sais, techniquement, j'ai plus de contrats engageants avec lui qu'avec toi. Un peu plus ma femme que toi. Et c'est un peu vrai. Si vous l'entendrez peut-être, déjà, vous l'avez peut-être déjà entendu, créer une entreprise, c'est un contrat engageant au même titre que du mariage, c'est se marier avec une à plusieurs personnes.
Forward. Je parlais de cette époque étudiante, de cette époque de recherche. Tout de suite, il a fallu faire des pitchs. J'ai été à votre place. On a tous été à notre place. On a tous dû faire des pitchs. Raphaël, Antoine, Wadi, moi. On s'est tous prêtés à ce jeu-là pour essayer de remporter des concours. À relire ce que vous voyez écrit ici. Et à retenir, c'est qu'on a dû faire une quinzaine de concours, je pense, peut-être une vingtaine. Ça partait sur des lots qui étaient des lots en chocolat, vraiment, littéralement, jusqu'à le plus gros qu'on a eu, je crois, la Fabrica Viva, 40 000 euros. Et en tout, comme ça, on a, je crois, réussi à gagner 65 000 euros sur l'espace d'un an, ce qui peut être énorme pour certains, et qui nous était le minimum suffisant pour faire une voiture et lancer la boîte. Voilà. Et là-dessus, je le dis, je le redis, nous, je me souviens qu'à l'époque, il y avait un petit peu des, on va dire des jaloux, hein, des rageux, qui me disaient « Ouais, Phoenix, quand même, on a marre, ils sont là partout, ils se mettent sur tous les concours, laissez-en un peu aux autres. » Ça va faire un peu salaud ce que je vais dire, mais franchement, on s'en fout. Vous êtes là, créer une entreprise, c'est un truc où il faut avoir de la pugnacité, de la résilience, et il ne faut pas hésiter à être partout. Nous, c'est ce qu'on a fait, parce qu'en fait, à un moment, il n'y a pas le choix. À un moment, vous arrivez à la fin de l'année et peu importe toutes les excuses que vous avez pu avoir, ouais, on a eu le Covid, ouais, on a eu quelqu'un qui était malade, ouais, mais on n'était pas éligible à ce concours. Le marché, ça ne regarde pas ça. Ça ne regarde que le résultat. Ton entreprise, elle vit, elle meurt. C'est ouais, pragmatique, dit comme ça. La première fois, on me l'a dit, j'ai des genoux comme ça. Mais j'ai dit le mot résilience. J'ai oublié d'ouvrir mon speech en parlant de ça. On a dit un peu cette phrase, ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Ça fait super bon. Maintenant, je pense qu'on a beaucoup entendu cette phrase-là et que ça fait un petit peu gnangnan. Mais c'est un petit peu notre histoire aussi. En fait, dès le début, on a eu plein de personnes qui nous ont dit « vous n'allez pas y arriver, il y a des problèmes techniques, il y a la CEM et la réglementation, etc. etc. » Et je pense que si on avait su tout ça dès le début et qu'on avait écouté, ouais, on n'y serait pas allé. Et les personnes qui nous disaient tout ça, c'est des personnes limite qui nous disaient « ouais, mais j'ai déjà pensé, mais il y a tel truc, tel machin, donc moi, je ne l'ai pas fait. » Ok, mais ça, c'est toi. Moi, c'est moi. Et je n'ai pas peur d'essayer. Je pense que si on savait tous les murs qu'on allait se prendre, on n'aurait peut-être pas eu le courage. Et parfois, ça prend un petit peu de ça, de l'analyse. Je déroule rapidement. Preuve de concept, j'en ai déjà parlé, la Clio. C'est moi. En fait, ce qui s'est passé 2018 à 2019, ouais, c'est là où on a fait ce véhicule. Ça nous a pris un an, ça a été long, ça a été fastidieux. Il a fallu qu'on aille un petit peu au Kenya, dans une entreprise sœur qui faisait la même chose sur des véhicules 4x4, donc Raphaël et moi, pour comprendre vraiment ce que ça voulait dire. Je vous avoue que pendant 3 mois, le premier truc qu'on avait, c'était qu'on était sur des tableaux Excel, on essayait d'appeler les gens, on essayait de comprendre c'est quoi le rétrofit, sur quel véhicule on doit le faire. On avait beaucoup brainstormé. Ouais, on était là, ouais, alors du coup, on va essayer de viser peut-être le B2B, mais il y a ces acteurs-là qui font déjà des fourgons. Du coup, on va prendre le dernier véhicule professionnel. Ah ouais, la Clio 4 sans siège à l'arrière, c'est le bon truc. Vous n'avez pas entendu parler de la Zoé à l'époque? Elle était sortie depuis 6 ans. En gros, on a recréé une Zoé moins performante, moins autonomie et moins adaptée. Bon. Mais ça nous a quand même permis de quoi faire, d'avoir la presse. Parce que vous voyez, là, c'est une caméra de presse. Et ça a été un peu cet envol. Là encore, on a bénéficié de Grenoble INP qui a fait un communiqué de presse. C'est vraiment... on n'a pas vu venir. Et un jour, on a France 3 National qui tape à une porte et dit « Bonjour, on voudrait faire une interview dans 2 jours. » On voudrait voir un démontage de la voiture et un... Alors en fait, oui, mais là, elle ne roule pas encore. Ça a été voilà, des sprints comme ça pour essayer que ça marche. C'était sacrément marrant. Création d'entreprise, je l'ai dit, septembre 2019. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec toutes ces années-là, on avait eu donc, la presse, on avait eu des concours, on a eu pas mal de médiatisation, on a eu les premières personnes intéressées. Et notre premier qui était programme manager chez Phoenix Mobility, il a quitté l'entreprise, on va plus tard.
Et en fait, il avait entendu parler de Phoenix grâce à la presse. Il était super intéressé. Il a dit, bon, les gars, moi, je m'en fous, vous ne m'en foutez pas. Ça en auto-entrepreneur, etc., etc. Mais on avance. Et il nous a apporté beaucoup parce qu'on est passé d'un véhicule très proto, très bricolo, on va dire, à quelque chose d'un petit peu plus standard, d'un petit peu plus fiable. Et bon, en fait, comme on avait cette personne-là qui demandait à être employée à un moment, comme on commençait à avoir des contrats à faire, notamment notre premier client, la mairie de Grenoble, en fait, on avait besoin d'une structure juridique. Il n'y avait aucun accélérateur, aucun incubateur qui pouvait nous donner cette structure. Ah bon, on crée la structure juridique. Parti. Et à partir du moment où on a fait ça, c'est là où on s'est dit, OK, allez, c'est parti, maintenant on va recruter. On a recruté Benoît, on a recruté Anne-Émilie, notre responsable en homologation, et on a recruté comme ça nos premiers stagiaires, qui sont devenus aussi nos employés derrière. 2020. Non, c'est 2020, donc, superbe année pour Phoenix. 13 mars 2020, l'arrêté du rétrofit est publié, autorisant officiellement l'homologation des véhicules rétrofités en série. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu mon jargon. Avant, ce que vous deviez faire, c'est que vous deviez prendre votre voiture, demander l'autorisation du constructeur pour la transformer à l'électrique et passer tous les tests sur la voiture, environ 40 000 €, une bagatelle. Et une fois que vous avez fait les tests, vous aviez homologué une voiture. Et on recommence pour la deuxième. Super, hein? Pas business model avec ça. Et là, ce qu'on avait réussi à obtenir, c'était de dire, bon, maintenant, on fait toujours les 40 000 €, ce qui est quand même bon, pas mal, mais maintenant, une fois qu'on l'a fait une fois, on peut vendre, si on veut, 200 000 véhicules, si on veut. Il faut le faire. Hein. Voilà, donc on pouvait littéralement faire autant qu'on voulait. Et ça, c'était quand même une très, très grosse avancée. La deuxième grosse avancée, c'était qu'on n'avait plus le droit de demander l'accord du constructeur, leur mettre un gros pied de nez. On était bien contents. Et quasiment simultané, en juillet 2020, on livre notre premier véhicule pour un client. Alors, sous un format de prototype, hein, on n'est pas sur quelque chose, un produit complètement fini. Et on l'a livré à la mairie de Grenoble. Oui, c'est Piolle, hein, que vous voyez là. Ça avait été un truc, un événement médiatique, TF1 était là, et tout le monde était content, etc. À l'équipe technique, dans le mois qui a précédé ça, en fait, on travaillait tranquillement sur notre véhicule. On se dit, bon, on a le temps, on essaie de le livrer quelque part en août, septembre. Sortie du Covid en mai 2020, on était sorti du Covid. On se dit, bon, c'est un petit peu petit, on avait 80 mètres carrés pour placer un véhicule. On va dire, on mettait un véhicule et on n'a déjà plus de place. On se dit, on va faire un petit peu plus grand. On arrive dans un nouveau atelier, le 5 juin. Là, j'ai un appel de Wadi qui me fait, bon, t'as un mois pour livrer la voiture à la mairie. Ça voulait dire, tu as un mois pour emménager et construire un prototype entier pour lequel on n'avait aucune pièce qui était prête. Et tu dois livrer. Alors, au début, tu dis, bah non, je ne peux pas. Et puis derrière, tu te dis, ouais, mais non, je ne peux pas rater ce rendez-vous-là, en fait. Parce que tu sais, c'est celui qui peut te faire passer à l'étape d'après, qui peut te faire décoller. On a compté, il y avait donc Raphaël, moi-même, il y avait salariés en CDD et 2 stagiaires, donc on était 5 à l'époque. On a fait en moyenne, sur 4 semaines, un 65 heures. Je ne le referai plus jamais. Le top était à 80 heures semaine. On a bossé 7 jours sur 7. On faisait, même le dimanche, on arrivait à 9 heures, on repartait à 22 heures. C'est clairement pas sain. Mais ça en a, bon Dieu que ça en a valu la chandelle. Apprentissage là-dessus. Je ne vais pas faire l'apologie de travailler plus, c'est trop bien, Startup Nation. Non, comme j'ai dit, ce n'est pas à refaire. Mais il faut être conscient que parfois, c'est ce qu'il faut dans le cas de création d'entreprise. Je pense que les personnes qui sont des alumni l'ont vécu et pourront le dire aussi. Même vous, étudiants entrepreneurs, vous l'avez peut-être déjà vécu. Et je ne suis pas là pour vous décourager en disant vous allez beaucoup bosser, mais il faut quand même avoir en tête que la startup, c'est pas, on est dans le cadre d'une startup, c'est pas youhou, on vous veut toute la journée. On a une super idée, on a de belles visions, mais par contre, on cravache de 9h à 18h tous les jours, au minimum, voire nos employés, c'est pas avant 19h qu'ils partent, et on ne les force pas.
pression morale envers nous. Blague à part. On ne les force pas et il y a une question de vision qui est derrière, il y a une question d'engagement, il y a une question de pourquoi on fait ça. Et que ce soit vous, fondateur, ou avec vos employés, il faut être extrêmement alerte sur ça. Parce que ça veut dire plein de choses. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fatigue. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas se fourvoyer à l'emploi. Les personnes qui viennent, il faut qu'elles sachent que c'est beau, c'est la start. Il y a beaucoup plus d'agilité que dans les grands groupes, mais il y a énormément de travail. Ça a été coupé. 2021, on continue. Développement du produit. J'ai dit qu'en 2020, on a donc fait notre pivot en disant maintenant on va adresser les professionnels, on va faire un changement de produit. 2021, c'était l'année où on a tenté l'homologation et on a commencé tous nos essais. On a fiabilisé nos véhicules, on a homologué notre première batterie, on est aussi donc, fabricant de batteries. On a fait une partie de nos essais sur nos véhicules. Développement commercial, rencontre avec pas mal de grands groupes, avec pas mal de collectivités. C'est grâce à nous qu'il y a eu des, ça ne vous paraît pas grand-chose, mais des marchés publics qui ont été faits par des collectivités. Donc, c'est vraiment l'horreur quand vous êtes une petite entreprise, parce qu'en fait, ils sont soumis à des règles du marché qui les obligent à émettre un marché en disant on va prendre le meilleur. Il faut les convaincre de faire ce marché-là parce qu'ils ne sont pas habitués. Ils se disent c'est quoi le critère, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est habitué à faire un marché pour du renouvellement de, par exemple, pour former renouvellement de véhicules. Est-ce qu'on met comme critère, machin? C'est des décisions semi-politiques aussi. Une fois que vous avez ça, en fait, le meilleur à répondre. Donc, ça demande quand même beaucoup de travail. Mais ça finit par payer parce qu'auparavant, on ne signait quasiment que des POC, Proof of Concept. Je pense que tout le monde connaissait ça. Et donc, c'était un véhicule. Et là, la semaine dernière, on a remporté notre premier marché public pour 5 véhicules d'un coup. Et pour nous, ça représente beaucoup parce qu'on n'est plus sur un POC, on est sur 5 à livrer en même temps. On est sur une promesse derrière pour transformer 20. Et derrière, c'est dans une communauté de communes, une commune qui est dans une communauté, pardon, où ils vont regarder ça attentivement. Et on a déjà des marchés en train d'être émis pour 20, pour 10 véhicules à la fois, et même plus, quelquefois. Passe assez rapidement. La levée de fonds, je ne vais pas faire tous les détails, ce n'est pas moi qui m'en suis chargé, c'est Wadi. Comment résumer ça? Un travail très ingrat. Si j'utilise les mots de Wadi, et c'était ceux-là, très ingrat. Parce que vous parlez aux gens au début, et personne n'est intéressé, dit ouais, peut-être, c'est intéressant ce que vous faites, oui. Mais on va attendre que quelqu'un se positionne. Ils attendent toujours à ce qu'il y ait quelqu'un qui se positionne. Et à partir du moment où vous avez fait 1 ou 2 personnes qui se positionnent, vous êtes à 80% de votre besoin de financement, et un peu encadré parce que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, dire bonjour, je veux 50 000. Et, en fait, non, je voudrais 1 million. Ça, vous ne pouvez pas trop. Sinon, vous passez vraiment pour un rigolo. Donc, vous dites, ok, je veux 400 000. Et une fois que vous avez réuni 300 000, là, il y a une vingtaine de personnes qui disent moi, je vais vous donner 50 000 et ils font ça chacun. Donc, tu fais 50 000 fois 20, ok, j'ai 1 million. Je vais m'arrêter à 400 000. Vous faites vraiment chier. Vous ne pouvez pas être là il y a 3 mois, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est quelque chose de très ingrat, mais c'est quelque chose, dans notre cas, qui était qui était complètement nécessaire. Si vous pouvez l'éviter, faites-le. Mais quand vous êtes dans un cas comme nous, qui est très capitalistique, donc qui a besoin de beaucoup de capitaux, on fait des véhicules, on a besoin de beaucoup d'investissements, on fait des produits le produit unique, déjà, il vaut cher. C'est des choses qu'il faut savoir faire. Et là-dessus, ça peut demander du coaching, ça peut demander de l'accompagnement. Instance de pilotage, aujourd'hui on est 27, donc forcément ça veut dire qu'on ne travaille plus de la même façon. Ça veut forcément dire qu'on n'est plus que 5 à la barre, ça veut dire qu'on a fait un codir, ça veut dire qu'on a des processus, ça veut dire que ce n'est plus nous qui décidons tout, c'est aussi nos employés. Et ça fait du bien, ça fait du bien de déléguer. Et ça, je pense que d'autres alumni vous le diront, mais c'est essentiel. Faut comment on organise une fois qu'on a recruté.
Voilà sur ces éléments. Et bien sûr, effectivement, s'entourer de conseillers. Donc là, on le met Cyril Abetboul, ingénieur, investisseur, ancien directeur de Renault F1 Team, donc, qui va faire partie. Et on en a eu d'autres, Jean-Marc Canitano, un de nos investisseurs. Voilà, avec tout ça, on arrive à ce que je vous ai dit, l'état où je suis aujourd'hui, et c'est une histoire qui est à continuer. C'est 4 ans pour moi d'investissement de flux. Et je sais que j'ai au moins encore 4 ans à faire dessus. Ça a été vraiment une aventure jusqu'ici qui a été vécue en roller coaster. Quand tout va bien, vous êtes au plus haut, vous faites des after-work avec tous vos collègues, vous payez le pécule que vous arrivez à avoir parce que vous payez moins que vos employés. Et c'est trop bien jusqu'à avoir la gueule de bois le lendemain. Et puis le lendemain, justement, vous recevez un appel ou un truc du genre allez, vite, va dépêcher quelqu'un, il faut que ça marche, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc voilà, et ça, c'est la vie de l'entrepreneur, et il faut le savoir, il faut s'accrocher là-dessus. Je pense qu'il y a plein d'autres anecdotes que je pourrais dire, mais de Phoenix jusqu'ici. Merci Sylvain. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous manifester. Si vous avez des questions à poser, oui. Alors, le prix d'un changement de moteur, du coup, en thermique à l'électrique, hein, c'est bien ça? Alors aujourd'hui, on a les subventions. L'offre de départ hors subvention est à 28 000 € hors taxe. Maintenant, les subventions ont augmenté avec 9 000 € de l'État et jusqu'à 9 000 € de Grenoble. Donc, on est à une modification à 10 000 € aujourd'hui. Donc, sur notre véhicule trafic, chronotrafic, c'est vrai que je n'ai pas présenté les produits. Et l'année prochaine, on est en train de travailler sur un partenariat avec un constructeur, je ne peux pas donner le nom, faire un véhicule de la gamme Renault Master, et donc qui sera à 4 000 € hors taxe avant subvention. Et donc avec les mêmes, on devrait passer, si je compte bien, 6 000 € sur cette gamme-là. Comment vous intégrez la batterie? Intéressant. Ouais, alors du coup, la question étant, je la reprends. Ouais, deux questions en une seule. Comment on intègre les batteries? Comment? Et comment on gère les à côté donc, sur le véhicule, donc le train roulant qui est vieux, les accessoires, ce genre d'éléments. Très bonne question là-dessus. On a plus de questions sur le parcours, mais je vais répondre parce que là, avec les batteries, c'est assez simple et en même temps non. Enfin, je fais paraître comme simple. Le principe est simple. On enlève tout ce qu'il y a et on regarde ce qui est utilisable en termes de volume et en termes de masse, parce qu'on est soumis aux deux choses. Et de ne pas percer de nouveaux trous, et notamment de ne pas prendre la place pour d'autres éléments. Donc déjà, il n'y a pas de batterie dans le coffre. Sur les véhicules utilitaires, ce qui est sympa quand même, c'est qu'on a beaucoup de place, relativement beaucoup de place. Donc c'est là où on va mettre la batterie, sous plancher, sans pour autant abaisser la garde au sol. Donc tu ne vas pas te prendre des transports parce qu'on a mis la batterie dessous. La réponse à la première question, le moteur à l'avant, voilà, c'est classique. La deuxième question, qu'est-ce qu'on fait du reste? Alors déjà, quand on a un véhicule qui arrive chez nous, c'est service technique, contrôle technique obligatoire et en règle sur les éléments mécaniques du train roulant, plus contrôle de notre part pour voir comment on n'a pas un châssis rouillé et des amortisseurs à plat. On offre des services de remplacement avec des pièces neuves sur certains éléments, donc notamment les blocs moteurs, les amortisseurs, les disques de frein. Tout ça, c'est du en plus. Et en général, ce qu'on voit avec les châssis en question, donc on récupère des véhicules entre 200 et 300 000 km, c'est qu'ils sont quand même capables de repartir pour 200 à 300 000 km de plus au niveau du reste du châssis, malgré le fait qu'ils soient utilisés par des gros bourrins du BTP. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, oui. Pardon.
Oui, c'est ça. Défi, ouais. Le plus grand défi pour Phoenix. Si je dois en choisir un. C'est sur le plan technique, je vais dire l'homologation parce que c'est un sujet sur lequel déjà, quand il n'y a pas de cadre réglementaire dans une activité, c'est un peu une barrière à la commercialisation et tu sais que c'est un projet qui est un peu mort-né, quoi, mort dans l'œuf. Et à plusieurs niveaux parce qu'il a fallu se battre sur le plan lobby, c'était pas pour déjà avoir un cadre réglementaire. Pardon. Sur un deuxième plan, le plan il est technique. C'est que faire un véhicule qui roule relativement facile, faire un véhicule qui roule selon les normes sécuritaires de l'état de l'art de l'Europe, c'est une autre chose. Et notamment, il y a des sujets comme la compatibilité électromagnétique. Donc, qui ont été des choses difficiles à passer pour nous. Il a fallu faire pas mal de changements de design. Ça nous a fait gagner énormément en maturité technologique. C'est un mal pour un bien, hein, en quelque sorte. Et dernière chose, c'est que même si on avait le texte réglementaire qui nous autorisait, hein, on est allé voir les autorités en charge, les laboratoires, le CNRV, ça s'appelle, donc les anciennes mines pour les plus. Et on s'est présenté, on a fait concours, voilà, on vous présente ce qu'on veut faire. C'est un véhicule des années 2000. Ils nous ont regardé en faisant elle a pensé à celle-là. Et c'est vraiment ce qu'ils nous ont raconté. Ils ont fait, en fait, le principe du texte, on pensait que vous alliez faire des 2 chevaux et qu'on allait. C'est à votre cas. Vert de rage, enfin, rouge, vert, toutes les couleurs, on les a toutes faites. Parce que vraiment, on a perdu 12 mois à cause d'eux, parce qu'ils ne savaient pas comment appliquer le texte, que nous, on ne va pas se mentir, on était un peu jeunes dans le milieu, qu'on n'avait pas forcément toutes les réponses, qu'ils s'attendaient à ce qu'on donne les réponses, parce que c'était toujours comme ça qu'ils avaient toujours fait avec les constructeurs automobiles. Donc, ça a été d'une certaine lenteur, beaucoup de frustration, beaucoup d'efforts pour arriver à ça. Voilà, en résumé, tout ce qui était autour de l'homolo, qui était un très, très gros défi technique. Mais des défis, on en a eu plein d'autres. Création, premier recrutement, premier licenciement aussi. Ben, sur le plan managérial et personnel, ça a été un vrai défi. Organisation, structuration d'équipe, management des compétences, très, très gros défi, je pense. Défi du quotidien. Voilà, je pourrais en citer plein d'autres. Ben, très honnêtement, je ne saurais pas te dire. Parce que je ne suis pas le commercial. Et que, en fait, alors, pourquoi je te dis ça? Ça peut paraître bizarre, etc., mais il y a quand même des règles au niveau de la RGPD qu'on essaie d'appliquer assez strictes et sérieuses. Un truc qu'il faut savoir, c'est que notamment les données commerciales et les noms, etc., sont des données confidentielles qui ne doivent être normalement connues que des vendeurs et pas être diffusées dans toute l'entreprise. Parce qu'après, n'importe qui de l'entreprise peut aller le diffuser aussi à toute autre personne. Et en fait, l'acheteur peut à tout moment se retourner derrière l'entreprise pour dire vous n'aviez pas le droit de divulguer ça. Donc, on ne le fait pas trop. Cela étant dit, ouais, je pense que notre plus gros contrat, si on en a eu avec un développement inclus. Alors, développement inclus, il y a quelqu'un qui s'appelait un développement, il a mis 400 000 € au portefeuille. Plus ensuite, il y avait un contrat pour 10 véhicules. Là, on parle de dépanneuses. Qui était à l'ordre de 38 à 40 K chacune, donc 400 000 de plus. 100 K sur un client, comme ça. Sur un client unique, du coup. Et notre portefeuille de booking aujourd'hui, je crois qu'il a atteint... de bêtises de ce côté-là. Je crois qu'on est à 1,5 million en cumulé. Sur l'année 2022, on est à 750 000 et on a un objectif de booking à 2 millions cette année. Pour tout le monde entendre, du coup.
La question était de savoir s'il y a eu une expérience autre que celle de Phoenix, finalement, dans le parcours professionnel. Alors, la réponse rapide pour moi, personnellement, non. Pour Raphaël, non plus. Même une partie de nos stages, en fait, avec le D2E, tu transformes ton stage pour ça. Le cas de Wadi, Antoine, il y avait des stages et des petits parcours en entreprise. Moi, j'ai fait un passage rapide en laboratoire, j'étais là. Stage, comme tout le monde, hein, en entreprise. Donc, là-dessus, la réponse avec des éléments d'apprentissage derrière, ça amène des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que tu es d'une naïveté totale et que tu amènes tes processus et tes valeurs et ce que tu peux travailler. Vraiment, tu arrives, tu te dis, bah, voilà, je vais travailler comme ça, les pieds sur la table, si j'ai envie de travailler les pieds sur la table, et personne ne te dit rien. L'inconvénient, forcément, c'est que sans expérience, il y a quand même tout à apprendre. Je vais compléter la réponse, ce n'était pas la question initiale, mais ça pose quand même la question de où chercher de l'expérience, comment la rattraper, comment on est jeune, comment former quelque chose de bien, quand on n'a pas d'expérience auparavant. Et ça a vraiment été un défi aussi pour nous. Écoutez des podcasts, lisez des livres, tout ce genre de choses. Qui connaît ici Génération Do It Yourself? Religion. Mais franchement, c'est d'une grande aide. Continuez à écouter. Ceux qui ne connaissent pas, écoutez ce podcast, c'est assez long. C'est des trucs de 1 heure, 2 heures, voire 3 heures. Il interviewe des entrepreneurs, des artistes de haut niveau, des sportifs de haut niveau, dans leur parcours, qu'est-ce qui les a amenés à faire ça. Et nous, ça nous a beaucoup aidé. On a des choses comme ça, des choses un peu plus techniques, par exemple dans la tête d'un PM, donc PM Product Manager. Et en fait, ça vous donne des éléments sur la base d'expérience d'autres personnes qui vous disent, moi, j'ai testé ça. Et ça a marché. J'ai testé ça, ça n'a pas marché pour telle raison. Voilà, plein de sujets différents et ça va vous aider. Startup Family, Startup Food, ce genre de choses, de Family. Lifesaver, on va le faire en français, des sauveurs de vie. Ça a vraiment été d'une grande aide au tout début parce que, pareil, vous êtes jeune, il faut se lancer, il va falloir faire un pacte d'actionnaires, il va falloir faire des statuts, il va falloir à un moment intégrer le fait que vous allez avoir des investisseurs. Comment tu fais ça, quoi? Et comment tu t'assures que tu ne vas pas te faire manger comme un mouton? En fait, voilà, en trouvant de la donnée gratuite ou facilement accessible, vous avez au moins le minimum de base pour avoir les informations générales qui vous permettront de ne pas vous faire manger tout cru. Alors, les 3 mains, on va commencer celui qui est tout au fond. BSPCE. BSPCE. Pourquoi BSPCE? Alors, BSPCE, déjà, qu'est-ce que c'est? D'accord, on va me poser la question, notre politique RH, est-ce qu'on fait des BSPCE ou pas? Petit cours très rapide. Pas tout. Un BSPCE, qu'est-ce que c'est? C'est des bons de souscription d'actions qui sont offerts aux employés et qui ne sont débloqués qu'au bout d'un certain temps. En général, c'est un plan de vesting. Un vesting, ça veut dire que c'est un investissement sur 4 ans. C'est-à-dire que vous allez dire à un employé, quand il arrive dans l'entreprise, tu es payé tel salaire et tu vas avoir X% départ, 1%, 0,001%. Aujourd'hui, ces parts-là, elles valent Y valeur, 30 000 euros, 100 000 euros, 10 euros. Voilà. Non, mais, et chaque année, tu vas débloquer, par exemple, chez nous, c'est 4 ans, 25%. Donc, je trouve que c'est ça. C'est assez standard, ce genre de choses. Ça se fait dans beaucoup d'entreprises. Donc, 25% par année. Il y en a qui font plus, il y en a qui font moins. Voilà. Et donc, si par exemple, on dit à une personne, toi, tu as le droit à 1%, tu les débloques en 4 ans. Donc, 0,25 la première, 0,50 la deuxième. Les effets avec ça. Pourquoi il y a de ça? Alors, d'une part, c'est une compensation en général des rémunérations qui ne sont pas forcément au même niveau que le marché. Parce qu'au début, en général, les startups ont un peu moins d'argent. Cela étant dit, en fait, nous, on se met au niveau du marché quasiment. Donc ça, c'est la compensation financière pour les personnes qui viennent. La deuxième, c'est pour un élément de fidélité. En fait, si tu restes 4 ans et que tu fournis de la valeur à l'entreprise pendant 4 ans et que tu t'accroches, là, tu auras au complet de tes droits de BSPCE. Et la troisième, c'est juste faire croquer.
se faire croquer en fait. Non, mais ça peut paraître con, mais il y a aussi la volonté de dire les personnes qui nous ont rejoints au début, elles ont pris un risque avec nous. Elles sont là avec nous. Et en fait, nous, on est les entrepreneurs, ok, on va gagner peut-être un pactole à la fin, mais il n'y a pas de raison que les personnes qui ont pris le risque avec nous au début, elles ne gagnent pas une part du gâteau, quoi. Voilà. Et dernière chose pour les BSPCE, ce n'est pas des actions spécifiquement que vous avez. Hein. J'ai oublié de le dire. Un BSPCE, c'est un droit d'achat des actions. Ah, mais je ne vous fais pas le cours en entier. On vous offre un droit d'achat des actions, ce qui veut dire qu'à une date, par exemple, dans 4 ans, vous avez débloqué tous vos trucs. À la date où on les a donnés, vos valeurs, votre argent, ça valait 10. 4 ans après, ça vaut 10 000. Au moment où vous voulez déclencher, vous payez 10 et vous revendez à 10 000 d'un coup. Et vous avez fait combien 9 990 de bénéfices. Voilà, c'est ça les BSP. Je ne sais plus, il y avait une question là. Comment est-ce qu'on arrive à exister en disant, nous, porteurs de véhicules, on va les rétrofiler, comment est-ce qu'on arrive à exister sur le marché de l'automobile avec cette vision totalement intégrale. Vous avez tous entendu la question? Ouais. Très bonne question. C'est quoi le plus gros défi? Ça, c'est le prochain plus gros défi, l'industrialisation. Comment on arrive à exister? Soit on fait une stratégie à la Vercors, on a beaucoup de compétences, on va chercher énormément de financement. Vous connaissez Vercors? Rapidement, c'est une boîte très, très locale qui veut devenir un gros constructeur de batteries en France. Ils sont super, parfois avec Gilles Moreau, leur directeur technique. Et eux, en fait, ils ont pris des comptes et ils sont allés chercher directement 100 millions et bientôt 1 milliard. Enfin, ils sont dans l'espace. Je vais faire un peu binaire. Après, en général, la vérité se trouve au milieu. Soit on a quelque chose d'un petit peu bootstrap, et c'est un petit peu ce qu'a fait Phoenix pendant les 2 dernières années. C'est, vous voulez pas travailler avec nous pour faire l'industriel? Ok, on va prouver qu'on est capable de faire 1, puis de faire 10, puis de faire 100, puis de faire 1000. Et retoquer aux portes régulièrement en disant, bon, maintenant qu'on a fait 1000, vous, est-ce que vous travaillez avec des acteurs, fournisseurs, industriels, c'est des financiers, c'est des locataires, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les constructeurs automobiles. Nous, notre stratégie aujourd'hui, elle est d'une part de lever effectivement pas mal de financement pour faire de l'investissement, donc du CAPEX, sur des moyens de production, et aussi d'utiliser des moyens de production déjà existants. Là, on est dans un projet confidentiel avec un constructeur automobile. C'est tout ce que je on l'espère, bon cas d'étude pour y arriver, de produire entre 2023 et 2024 déjà 2000 véhicules, qui est simplement une phase de POC. Masse expansion pour faire plutôt une cible à plus de 10 000 véhicules, ce qui est déjà vraiment pas mal sur la Retrofit. Voilà un élément de réponse à comment on existe, comment on se développe en tant qu'acteur industriel. Et peut-être que la fin de la réponse, ça serait, à terme, après, tu peux aussi te réorienter en devenant un concepteur, producteur de plateformes électriques plutôt. Donc, potentiellement, peut-être que Phoenix, à la fin, deviendra simplement un fabricant de batteries. Pas de cellules, ni de modules. Mais... Voilà. Du coup, la première étape, c'était est-ce que vous produisez vous-même vos propres cellules, c'est ça? Et le deuxième point, comment vous positionnez par rapport aux concurrents, aux constructeurs d'automobiles électriques, j'imagine, ou à d'autres choses, notamment à Tesla, bien d'autres, Renault. On n'a pas la prétention de se comparer à Tesla, même si au début, je me souviens encore, en 2018, on avait un BP avec un joli Excel tout bien qui disait, allez, 2018, un véhicule, 2024, 1 million.
Donc oui, on ne fabrique pas nos cellules, nous ne fabriquons pas nos modules. Ce que l'on fait, c'est ce qu'on fabrique les batteries. C'est juste tu prends les modules, tu les mets dans une grosse caisse métallique avec des trucs comme ça, et hop, ça fait une batterie. Ça, on le fait parce qu'on n'a pas trop eu le choix dans l'histoire que de le faire. Je revenais sur le truc d'avant, de dire on a une stratégie, on dit bootstrap. Bootstrap, dans l'ensemble, qu'est-ce que ça veut dire? Démerdez-vous. On se démerde avec ce qu'on a. C'était, ok, personne ne peut nous donner de batterie, on va les concevoir, les fabriquer nous-mêmes, on va les homologuer nous-mêmes. Comment on tient le rythme d'innovation? Alors, c'est pas facile, très clairement. On ne va pas être aujourd'hui, notamment sur la batterie, le concepteur de la prochaine batterie. On ne va pas être les premiers véhicules qui vont utiliser la nouvelle génération de batteries solides, par exemple. On est un petit peu plus à la traîne sur l'accessibilité à des technos de batterie, on ne va pas te mentir. Et c'est là où, en fait, tu te rends compte que dans notre cas, le rétrofit, on est un hybride entre du véhicule. Dans ce cadre-là, ce n'est pas ce qui est recherché. On est sur un véhicule qui doit juste, comment dire, doit être, je ne vais pas dire mauvais, je ne vais pas dire bon, je vais dire être au bon niveau de qualité de performance. Et le bon niveau de qualité de performance, en général, pour le professionnel, c'est un véhicule généraliste qui roule, qui fait ses 200 km et qui est solide. Et il ne demande pas d'avoir la toute dernière techno, 360 degrés, la tablette tactile avec un véhicule autonome, etc. C'est un peu moins forte, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'on... Ça, on ne va pas se mentir, hein, pour les investisseurs, pour essayer de bloquer nos concurrents, etc. etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question, j'espère. Qui reste des dernières questions? On a vécu toutes les crises. On a vécu toutes les crises, toutes. On a vécu le Covid. On était à peine créé en septembre 2019 et boum, en mars, il faut tous se confiner. On ne peut plus travailler quasiment. Alors, on continue. On a quand même recruté. Les semi-conducteurs, on les a eus. On est moins impacté parce que finalement, dans les années qu'on a aujourd'hui, les années précédentes, on ne fait pas des volumes aussi énormes que les constructeurs industriels. Là, on vit la crise des matériaux, les batteries augmentent de prix, le cuivre augmente de prix, le plastique augmente de prix. Effectivement, on a eu certains calculateurs. Aujourd'hui, on ne peut plus les produire de telle façon. Il faut qu'on reconçoive les calculateurs ou qu'on change de référence. Mais ça, du coup, ce qui est intéressant avec notre structure, grande, c'est notre agilité, notre flexibilité. On est quand même plus rapide à réagir en disant bon, bah, hop, on change et on change notre conception et on passe sur autre chose, quoi. Alors, je vais te répéter la question. Du coup, est-ce que la levée de fonds n'a pas généré des craintes sur la perte de contrôle, du coup, notamment au niveau des décisions? Il y a toujours des craintes, surtout quand tu n'es pas bien renseigné. C'est pour ça que je parlais notamment Startup Food ou The Family, parce que avec beaucoup d'a priori, et tu ne connais pas ce qui se passe, tu ne sais pas ce qui se fait, tu as entendu des oui-dire, des rumeurs, et là, il faut s'appuyer sur son réseau, il faut s'appuyer sur les amis, sur des gens qui savent. Rassurer. Et en fait, un truc que tu comprends, c'est les mécanismes qui te permettent de te protéger et les mécanismes qui te permettent de faire venir des personnes et des personnes intéressantes, en fait. Parce qu'une levée de fonds, ce n'est pas que lâcher des parts de son entreprise et lâcher du contrôle. C'est aussi faire venir des conseillers, c'est faire venir des conseillers, des appuis qui te permettent d'aller plus loin. Aujourd'hui, on a toujours le contrôle de notre entreprise. On a toujours une majorité. Demain, même si on n'a plus la majorité, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le contrôle opérationnel de l'entreprise. Ça pourra arriver, on pourra nous dire vous dégagez, mais en général, ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce qu'en général, je dis bien quand même, les investisseurs font confiance. C'est vous qui avez créé l'entreprise et c'est vous qui connaissez le business. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans que vous êtes là-dedans. Vous allez certainement mieux le connaître que la personne qui est arrivée il y a 3 mois et qui vient de mettre un gros billet.
Alors oui, elle a envie que tu pars dans un sens ou dans un autre, mais avant tout, elle te fait confiance. Cela étant dit, bon, voilà, faut vraiment être smart. C'est de la relation humaine. On va démystifier ça. Hein. La levée de fonds, c'est de la relation humaine. Tu as une personne en face de toi qui a envie de croire en toi, qui va effectivement regarder tous tes chiffres, qui va un peu mettre ton entreprise à nu. Mais c'est aussi de dire, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, j'ai confiance en elle, comment elle a fonctionné, est-ce qu'elle va me faire confiance, est-ce qu'elle va vouloir partir dans une direction différente. Et ça, tu le sens ou tu le devines, ou tu le demandes en fait. J'ai entendu encore un podcast de je ne sais plus quelle entreprise, je ne retiens pas les noms. Il y a des gens qui disaient, ben voilà, moi j'avais le choix entre deux levées de fonds, investisseurs, et il y en a un qui proposait quasiment le double du premier, mais je sentais qu'il n'était pas d'accord sur l'avenir de la boîte et le marché qu'on devait prendre. Et moi, je l'ai fait faire voir, quoi. Il allait se faire voir. Comme j'ai dit, c'est lui. Parce que moi, j'ai beaucoup plus de valeur à faire moins de levée de fonds, mais être sûr que je m'entends bien avec la personne. Parce que le pire qui puisse arriver dans une entreprise, c'est un dirigeant ou un fondateur qui ne s'entend pas avec son investisseur et les deux qui veulent aller dans des directions différentes. Merci, merci Sylvain. Je vous demande d'applaudir très très fort. Alors, donc, nous allons donner les résultats du concours de pitch de tout à l'heure. Le suspense est insoutenable. Alors, on va commencer par le deuxième prix. A priori, le couscous, c'est le plat préféré de la salle. Kassem. Deuxième prix. Déjà, merci à toutes et à tous. Cet argent sera bien dépensé, il n'ira pas dans ma future moto. Et je vous attends tous avec impatience à l'ouverture, j'espère, dernier trimestre 2022, octobre-novembre, à Grenoble. Voilà, merci beaucoup encore une fois. Le vainqueur, projet numéro 1. Je vais demander les applaudir très fort. Du coup, c'est Bikecommute, Guillaume et Quentin. Merci beaucoup. Et on a vraiment très hâte que vous puissiez venir voir notre produit qui va arriver très prochainement sur le campus d'ici quelques mois. Donc, c'est vraiment un honneur de pouvoir recevoir ce prix. Je n'ai rien d'autre à rajouter, si ce n'est que j'ai hâte de discuter avec vous tous à la suite de cet apérosé. Et je vous remercie encore. Merci à vous tous du coup pour votre attention. Je vous invite du coup à rejoindre juste l'extérieur. Il y a des petites boissons pour ceux qui le souhaitent. Boissons. Il y a également donc la présence de André qui veut peut-être dire un petit mot, qui présente ses produits, qui est un étudiant entrepreneur, et également de Zesty qui fait de la locaux. Je vais laisser peut-être un petit mot pour André qui voulait dire un petit mot. Bonjour. Merci beaucoup à tout le monde d'être venu et félicitations aux gagnants et à tout le monde qui a participé. Je voulais juste vous dire que moi, j'ai créé, je m'appelle André, j'ai 24 ans espagnol, j'ai créé Yerba Buena, c'est un restaurant végétarien, vegan, etc. Et j'avais fait une promesse il y a 5 mois parce qu'il y avait des gens qui m'avaient soutenu. Tout le monde, énergétiquement, peu importe comment. Merci, merci. Donc là, pour ma promesse, vous avez les yaourts que pour vous. Je sais, il y a des nouveaux, mais je ne vais pas faire la peine. Donc, merci. Il y a beaucoup de trucs. Si vous voulez plus d'informations, je suis là dans mon stand. Donc, bienvenue et qu'après, tu vas. Merci André. Donc, André, comme vous pouvez le comprendre,